Merci de nous retrouver aujourd'hui dans notre émission transfrontalière. Bonjour à tous, hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Rendez-vous aujourd'hui dans le plus vieux monastère d'Allemagne. Je veux parler de l'abbaye de Tholey en Sarre. Elle a fait ces derniers temps l'objet d'articles jusque dans le New York Times. Pourquoi? Parce que c'est là que le plus grand artiste contemporain, Gerhard Richter, a offert à l'église abbatiale 3 magnifiques vitraux. On ira en discuter tout à l'heure avec l'abbé Maurice, mais auparavant, le sommaire. On le sait, pour acquérir des langues étrangères, mieux vaut s'y prendre dès le plus jeune âge. Notre initiative transfrontalière vous présente aujourd'hui le Bibus. Bi comme bilingue, biculturel, binational. L'automne est la saison des citrouilles et chaque année, en septembre et octobre, le Hitscherhof de Schwarzbachtal récolte des citrouilles à profusion, au point d'en faire une spécialité. Nous sommes nous-mêmes la nature, disait déjà au XIIIe siècle le maître zen Dogen. La nonne allemande Annette Thiel du temple zen de Witterswiller en Alsace en a fait sa devise. Après le temple zen, direction l'abbaye bénédictine de Tholey avec notre invité du mois, l'abbé Maurice. C'est une bibliothèque un peu spéciale, une bibliothèque sur roue, en route pour découvrir le Bibus, une bibliothèque itinérante qui se déplace dans les écoles maternelles et primaires de la Sarre et de la Moselle pour promouvoir la lecture bilingue. Un projet transfrontalier mené par la bibliothèque de Sarrebruck et d'autres structures françaises. Marie-Morgane Lorenz est montée à bord. Ein originelles Fahrzeug parkt vor der Schule im französischen Hambach. Es handelt sich um den Bibus, einen Bücherbus. Im Innern gibt es Bücher, Spiele, CDs, DVDs auf Französisch und Deutsch für Schüler auf beiden Seiten der Grenze, die die Lehrkräfte ausleihen können. Gleiches gilt für die beiden Leiterinnen Aurore und Nadine, die an diesem Morgen Schüler der 5. Klasse begrüßen. Hallo. Wie geht es euch? Comment vous allez? Bien. Alors ce que ça apporte, le but transfrontalier aux enfants, c'est d'avoir déjà un contact avec l'allemand et puis de manière ludique aussi, pas seulement à travers l'école. Ça leur permet aussi de pouvoir interagir avec nous, ils sont actifs. Also wir begrüßen zuerst die Kinder mit unseren Handpuppen, also mit Maja zum Beispiel. Gell Maja? Hallo! Und dann haben wir so ein kleines Pop-up-Buch, mit dem wir die Kinder an das Thema heranführen wollen. Der Bibus fährt zu etwa 60 Kindergärten und Grundschulen im Gebiet des Eurodistrikts Sarre-Moselle. Träger des Projekts ist die Bibliothek von Saarbrücken mit Unterstützung des Interreg-Programms der Großregion und lokalen Körperschaften. Et il était important puisqu'on est quand même dans une stratégie, on va dire, de volonté, de développement notamment du bilinguisme, des échanges, du lien social entre nos 2 pays qui sont quand même complètement voisins. Die Mediatheken auf französischer Seite sind ebenfalls am Bibus beteiligt. Le rôle de la médiathèque, c'est un rôle d'accompagnement et d'expertise. La mise à disposition d'outils d'animation, l'accueil de l'animatrice française pour une formation au logiciel qui est utilisé dans le bibliobus et à la lecture à voix haute, l'animation. Nach einer kurzen Einleitung im Bibus gehen Aurore und Nadine in die verschiedenen Klassensäle. Sie sind hier, um die Kenntnisse der Schüler der deutschen Sprache noch zu vertiefen. Die Blätter auf, macht sie in ihre Tasche und möchte sie Noemi geben. 2021 wird der Bibus elektronisch und somit umweltfreundlicher. Et maintenant, une petite devinette. Il y en a des blanches, orange vif, avec des rayures jaunes et vertes, des énormes, des rondes, des petites, en forme de bouteille. Et si je vous dis que c'est le légume de Halloween, tout de suite, vous penserez à la citrouille. Et c'est bien de ça que l'on va parler. Chaque année, en automne, le Hitscherhof de Schwarzbachtal se transforme en ferme de citrouilles. Jens Scherer est allé à la cueillette.
Der Hitscher Hof zwischen Rieschweiler, Maßweiler und Thalaischweiler gelegen, wurde bereits vor 700 Jahren auf einer Anhöhe im Schwarzbachtal errichtet. Seine wahre Berufung erfuhr der Hof jedoch erst vor rund 30 Jahren. Zu der Zeit wurde hier Zuckermais angebaut und viele amerikanische Kunden aus der Region fragten bei der Gelegenheit insbesondere im Herbst auch nach Kürbissen. Daniel Fischer und Familie reagierten. Ja, nach und nach. Man hat mal mit einem halben Hektar angefangen. Erst die falsche Sorte genommen, die wir von Deutschland kennen, die gelbe Zentner. Die waren aber nicht passend. Dann hat man so gut wie keine verkauft. Dann kam man natürlich drauf, die Halloween-Kürbisse, die orangene Kürbisse anzubauen. Die eignen sich für die Maske, für Halloween, oder man kann sie sogar auch essen als Speisekürbis. Die Kürbisanbaufläche beträgt inzwischen 30.000 Quadratmeter, also 3 Hektar. Alle Kürbisse, die man auf dem Hitscher Hof so sieht, sind aus eigenem Anbau. Das sind insgesamt über 50 Sorten, von Speise- bis zu Zierkürbissen, die alle im eigenen Hofladen verkauft werden. Auch jener hat sich nach und nach entwickelt und musste in diesem Jahr noch einmal ganz speziell aufgestellt werden. Ja, angefangen haben wir in der kleinen Garage, ganz notdürftig, Kürbisse hingestellt und Zuckermais verkauft, dann nach und nach noch die Marmelade, irgendwann Dekomaterial und auch den Kürbis Secco. Und dieses Jahr natürlich mit allen Auflagen Gedanken gemacht, wie setzt man das um, dass die Kunden zufrieden und mit Abstand einkaufen können. Dann haben wir dieses Jahr einfach den Stall umgebaut, groß angelegt, Riesenauswahl, viel Fläche, die Kunden sind zufrieden und kaufen gerne ein. Saisonstart ist stets Ende September. Letzter Tag ist Halloween am 31. Oktober. Bis dahin finden insbesondere viele Amerikaner aus der Kaiserslauterer Gegend ihren Weg ins Schwarzbachtal, um sich mit Kürbissen für die Gruselsaison einzudecken. Also wir sind eigentlich der Fels in der Brandung, wie man sagt. Wir sind der Kürbishof in der Region. Natürlich gibt es viele andere auch, die das auch mitmachen. Und Wettbewerb kurbelt ja das Geschäft an. Natürlich unser Hof hat halt den Vorteil, diese alte Hofanlage, und die Amerikaner kommen gerne auf so einen alten Hof. Die fühlen sich dann wie zu Hause, herbstliche Zeit, wie heißt es so schön, im bunten Blätterwald, also Indian Summer. Statt dem Hoffest, das 2020 nur eingeschränkt hätte stattfinden können, hat man die Attraktionen und Angebote nun einfach über die 5 Wochenenden der Saison gestreckt. Dazu gehört natürlich alles Kulinarische rund um den Kürbis. Aber auch die kleinsten Kunden haben ihren Spaß beim Besuch. Steht ihnen doch ein Labyrinth im Maisfeld, eine Hüpfburg oder ein Haus aus Stroh zur Verfügung. Kürbisse wachsen in nahezu allen Jahren gut. Dennoch hofft man bei Familie Fischer, dass auch nach einem so trockenen Jahr wie 2020 der Vorrat an Kürbissen für die Halloween-Saison reichen wird. Avant de retrouver notre invité, l'abbé Maurice, faisons la connaissance d'une nonne allemande, Annette Thiel. Elle s'est installée il y a un peu plus de 10 ans dans un temple zen en Alsace. Et là, elle s'occupe du potager et, comme elle dit, des merveilles de la nature. Un reportage d'Ophélie Blechner. Friedlich in den Vogesen liegt das Kloster Riomagny, das 1999 in dem kleinen Dorf Weiterswiller gegründet wurde. Im Morgengrauen im noch vorhandenen Nebel tauchen wir in eine zauberhafte Atmosphäre ein. Die Glocke ertönt und ruft alle zur Ruhe. Im Zen-Tempel sind alle Instandhaltungen und der gesamte Betrieb durch freiwillige Arbeit, genannt Samu, gewährleistet. Diese freiwillige Arbeit ist ein wichtiger Teil des Zen-Buddhismus. Ich pflege den Moosgarten, das heißt, ich mache ihn sauber, ich mache die Blätter raus und kleine Kräuter, die da wachsen. Und es ist ja auch traditionell in den Zen-Gärten, es sind viel Moosflächen und Moosgärten. Und dieses Moospflegen, das ist eine Arbeit, was die Zen-Mönche und Nonnen seit Jahrhunderten machen. Während der Zeit des Samu und allen Aktivitäten des Tages wird die Konzentration, die in der Sazen, der Zen-Meditation aufgebaut wurde, beibehalten.
Samu und Sazen sind friedliche und befriedigende Praktiken. Für die Nonne Annette Mioray-Thiel ist die Natur eine lebende Einheit, mit der sie eine Beziehung einnimmt und in Dialog tritt. Wir sind Teil der Natur. Und die Natur zeigt einem jeden Tag die Beziehung zwischen die wechselseitige Abhängigkeit aller Dinge, aller Wesen untereinander. Und deswegen haben die Zen-Mönche und Nonnen immer sehr auch mit der Natur praktiziert. Unterhalb des Tempels bilden der Gemüse- und der Kräutergarten das Nervenzentrum der Gemeinschaft, um die ernährungsmäßige Eigenständigkeit des Tempels sicherzustellen. Im Sommer wird mit den Kräutern gekocht, in getrocknetem Zustand verfeinern sie Tees. Gesunde Ernährung ist auch immer Teil der Praxis. Wir essen für die Gesundheit unseres Körpers. Das ist eine Passage aus dem Essenssutra, was wir vor jeder Mahlzeit rezitieren. Und Kräutertee gehört dazu. Annette strahlt eine natürliche geistige Freude aus. Draußen zu sein beruhigt sie und die freiwillige Arbeit im Hause Buddhas hält sie auf Trab. Zen bedeutet in der Erfahrung, im Moment zu sein. Die Erde zu bearbeiten ist, als würde Annette nach Hause kommen. Ein Zen-Garten ist mit nichts zu vergleichen, eine Symbiose, ein Gefühl perfekter Harmonie mit der Natur und den Lebewesen, die sie bewohnen. Notre invité ce mois-ci est l'abbé Maurice Choriol. Il est à la tête de l'abbaye bénédictine de Tholé, en Sarre. Il est né en 1959 à Erstein, en Alsace. Dans une vie antérieure, il exerce le métier de cuisinier pendant 2 ans au Luxembourg. En 1983, il change radicalement de vie et entre dans l'ordre de Saint-Benoît à l'abbaye de Tholé. Après des études de théologie, il est ordonné prêtre en 1993 à Tholé. Après avoir été célérier puis prieur administrateur, il est élu 84e abbé de Tholé en 2014. Nous nous retrouvons en compagnie de l'abbé Maurice. Bonjour et merci de nous accueillir. Très volontiers. Nous avons derrière nous ces splendides vitraux de Gerhard Richter. J'entendais des commentaires, certaines personnes y voient des anges ou des démons, j'entendais même un enfant parler de Pokémon. Et vous, qu'est-ce que vous voyez dans ces vitraux? Il faut savoir que Gerhard Richter, quand il a fait ses vitraux, a lui-même désigné 2 mots qui voulaient désigner ses vitraux. C'était la consolation et la joie. Alors moi je vois dans ces vitraux, je prends toujours le passage de Saint Jean à Timothée qui dit à Timothée, Dieu, notre Dieu, c'est cette lumière inaccessible qui rend, que personne n'a vu et qui rend en définitive un peu le reflet de Dieu. Et moi je vois dans ce reflet un cœur transpercé, le cœur transpercé de Dieu qui se retrouve dans ces taches rouges avec la lumière. Et c'est exactement ce que je pense quand je pense au Dieu au cœur transpercé, c'est la consolation, la joie et non pas la souffrance. Et c'est en définitive ça que veut, pour moi, que désignent ces vitraux. Alors, il vous offre sa dernière grande œuvre. Comment est-ce que vous comprenez ce geste? Une question pas si facile à répondre. Quand on a fait la première demande, d'abord on a été rechercher qu'est-ce qu'on va mettre comme vitraux. Les anciens vitraux avaient une corrosion de verre très forte qui n'était pas réparable. Et on a fait Wettbewerb, c'est-à-dire qu'on a cherché le meilleur. Et on a trouvé cette dame d'Afghan, qui est musulmane et qui nous a fait des vitraux figuratifs. Mais après, avec ceux qui nous ont aidés et financés, ils ont dit, mais il faut quelque chose de très très spécial. Les vitraux sont déjà exceptionnels, mais alors là, on a pensé et dit, ah, qui va à la cathédrale de Metz? C'est pour voir Chagall. On a dit, oui, mais Chagall, il est mort, ça ne va plus. Et on se demandait, qui est le Chagall d'aujourd'hui?
Et puis le nom de Richter est relativement vite tombé. Et on s'est dit, comment faire? Alors on a écrit à Gerhard Richter, et à notre grand étonnement, il a dit oui. Deuxième lettre qu'on a fait, on a dit, c'est très gentil de votre part, mais je crois qu'on ne pourra pas se l'offrir. Et il a dit non, sans problème, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Dans le contexte de l'époque, l'abbaye de Tholey était menacée, il y a quelques années, de fermeture. Est-ce que ce cadeau, il ne tombe pas à pic, en fin de compte? Alors, oui, tout à fait d'accord. C'est en 2008 où on avait la congrégation de Bayronne, à laquelle on appartient, avait envisagé la fermeture de Tholey, parce qu'il y avait, financièrement, c'était très difficile. Le nombre de moines avait très baissé et on avait des difficultés à voir l'avenir. On a eu cette chance inouïe de trouver un mécène qui a dit on prend en main une partie de la rénovation. On a eu des aides d'un peu partout. Ça, c'est une chose, mais la grande grâce, que je ne peux pas voir autrement, c'est qu'on a eu des jeunes qui sont venus et qui ont dit on veut rentrer à Tholey. On reste une petite abbaye avec 12 moines. Oui, alors une petite abbaye dans une petite commune, 12 000 habitants, et on table sur 100 000 touristes, visiteurs par an. Est-ce que pour vous qui vivez dans la prière, dans la quiétude, est-ce que ce n'est pas une remise en question de votre choix de vie? Bon, il faut dire que ces prognostics ont été faits avant Corona. Je pense que ça va réduire un petit peu. Et c'est les pronostics, on n'est pas sûr. Pour l'instant, ce qu'on a eu, ça reste un niveau très acceptable et on avait quand même tout préparé de telle manière que le moine puisse se retirer dans la clôture. Il y a les 2/3 du terrain qui est réservé à la clôture et puis le reste, on se réjouit. On ne devient pas moine pour soi-même. La prière qu'on fait, tout ça, c'est la prière pour le monde, pour le peuple, et on se réjouit donc d'avoir des gens. Et je trouve que c'est un cadeau également encore qui renforce un peu la communauté, parce que c'est quelque chose de beau de pouvoir dire, où est-ce qu'on voit encore des églises remplies, autre que des messes, que pour des liturgies de petites heures et tout ça. Bon, moi je trouve c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur et on est très très content de cela. Oui. Alors, Abbé Maurice, vous avez été cuisinier dans une autre vie. On vous en parle. C'était la même vie. C'était la même vie, d'accord. On vous appelait, à l'époque, vous vous appeliez Alain oui, Chauriol. Qu'est-ce que vous gardez de cette période de votre vie? Alors, c'est quelque chose qui est en moi. Dès très petit, dès que j'étais enfant avec ma mère, j'aimais être dans la cuisine, et ça c'est resté. Et encore maintenant, je reste de temps en temps au fourneau, pas aussi souvent parce que j'ai une autre fonction, mais c'est le service pour les autres. Alors, je pense que si on regarde dans la Bible les offrandes que le peuple d'Israël faisait à Dieu, ça passait par la nourriture. Et moi, je vois ce service de la cuisine en tant que service qui passe très vite. On passe des heures des fois à cuisiner pour une demi-heure que les gens y mangent. Mais ça donne un peu d'humilité, mais ça montre aussi le plaisir de pouvoir faire plaisir aux autres. Et ça, c'était ma première démarche en tant que cuisinier. Et là, je dois avouer qu'il y a des moments où je me dis, c'est pas ça ne suffit pas. Et là, j'ai eu un appel, je sens un appel de Dieu que j'ai compris, que j'ai senti par les psaumes. Et je n'arrivais plus à dormir le soir si je n'avais pas lu un ou deux psaumes. Et là, j'ai dit, quand même, c'est un peu bizarre. Je dis, mais je ne vais pas voir un psychiatre pour ça. J'ai été voir un spirituel qui m'a dit, écoute, c'est peut-être un appel pour une vie monastique, parce que les moines, la première devoir, c'est de lire les psaumes. Et voilà,
j'ai suivi ce chemin et puis je ne le regrette pas et je crois que c'était le bon chemin. Très bien, je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter rapidement, en quelques mots? D'avoir encore plus de moines et de pouvoir rayonner encore mieux la bonne parole de notre Seigneur. Merci beaucoup de votre accueil. Cette émission se termine ici. Je vous remercie de l'avoir suivie. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures transfrontalières. Tschüss, bis bald.